Vous écoutez Lire du Dire, fréquence Paris pluriel 106.3. Lire, L'-I-R-E, comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Je reçois aujourd'hui Patrice Cazel. Patrice Cazel est poète et performeur. Il associe l'écriture aux pratiques sonores et à l'oralité. Alors il effectue beaucoup de lectures publiques avec en accompagnement des objets sonores, de la musique. Je ne sais pas si on peut dire de la musique. Et d'abord, bonjour Patrice. Bonjour Carole. Il collabore à des revues en ligne, comme la revue Fémur, qui associe des écritures contemporaines et des propositions visuelles. Il s'est associé avec Francis Larvor, un musicien électro-acoustique, et Jacques Pochat au saxophone, dans le trio Le Mur du Fond, qui est une formation de poésie sonore et de musique improvisée. Depuis 2010, il développe, seul ou avec des amis, plasticiens, plasticiennes, des performances et des actions dans l'espace public. Il a créé également, avec quelques amis, le café Poésie de Fontenay-sous-Bois, qui est un lieu de rencontre et d'aventure ouvert à tous les lecteurs et à toutes les expériences poétiques et musicales. Il anime des ateliers d'écriture créative à la ville de Paris et des ateliers de création poétique et graphique pour les publics en cours d'alphabétisation. Alors je le reçois aujourd'hui pour tout ça, pour qu'il évoque avec nous la pluralité de ses activités. Et puis, Patrice, pour commencer, j'ai envie de te demander, est-ce que tu écris de la poésie ou qu'est-ce que tu écris? Peut-être que tu peux commencer par lire un extrait de Zaoum aux auditeurs pour qu'ils comprennent ton livre qui est paru cette année, il me semble, aux éditions Unicité. Comme ça, ils vont comprendre pourquoi je te pose cette question. C'était dire l'Homère citant. Avec Émile Bonport, la curatelle a vaincu l'os delton. La rongère, et sémiflore à l'oreille et gouaille à la choube. Scintille si fort du masculin qu'on le savait venir du bas de l'ambézélec, celui-là. Et souillé qu'édicte tel récitéré. Waouh, c'te faquinade déchampée à l'agir des mois. On te dit quoi? Hein? Mais mon d'hiver de la main creuse au franchet latin. Pour ben questonner la matière des soies. Ah, Jean Ouida, à tempérer du corps, non point sous l'âge du devenir l'ostre en soi. Si, m'a surviendu la semblance avisée d'aquoin de charnel totowert à l'estéror des suites, v'là des soucis d'avenir, bardés d'insoupiance de la mocheté des hommes et des femelles aussi, hein, comme tel égard à lui conférer sa main des visus potentiellement. Voilà. Ah, qu'est-ce que tu écris? Est-ce qu'on peut le définir d'abord? Et en plus, est-ce qu'on peut définir la poésie? Maintenant, je te laisse parler. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je réponds à la première question, Carole. Qu'est-ce que j'ai écrit dans Zaoum, spécifiquement? Parce que il est vrai que j'ai écrit dans plusieurs registres, comme tu l'as dit tout à l'heure également. Les registres de la poésie sonore, sans être tout à fait vraiment un poète, radicalement un poète sonore. Disons qu'il y a des effets de poésie sonore dans ce que je fais, oui. Ça fait partie aussi de ma tradition. Le Zaoum qu'on a entendu, j'appelle ce livre Zaoum. C'est en référence à Klebnikov qui a écrit, qui était un futuriste russe, qui a écrit un livre ou qui écrivait en zaoum, sorte de langage transmental, qui était susceptible de parler à la terre entière, même aux arbres, même aux oiseaux. Voilà. Bon, plus modestement, zaoum, c'est une sorte pour moi d'argot poétique qui s'établit quand même sur une structure latine, donc on peut comprendre un petit peu ce qui se passe, et c'est surtout basé sur les rythmes de la langue, c'est-à-dire comment s'articule la langue, comment les mots peuvent être détrompés, détrompeurs, comment ils peuvent nous amener, je veux dire, à véhiculer des images, sans qu'on comprenne tout à fait ce que c'est que le mot.
Voilà, c'est-à-dire c'est le mot dans son aspect le plus large, le plus évocateur. Et en plus donc comme je pense que tu l'as senti là, je donne un certain ton, une certaine interprétation à tout ça qui fait que quand même le Zaoum, là je le lis à la radio, voilà, c'est fait pour ça, c'est fait pour être entendu, pour être reçu, comme je dis, dans les oreilles. Il est vrai qu'en tant que livre, même si là il est publié chez Unicité, je le considère malgré tout plutôt comme un support de lecture. Il vaut mieux l'entendre, le voir à la limite en performance par exemple, et ensuite seulement l'écouter. Bon, il paraît que c'est pas forcément vrai, bon, c'est ce que je pense. Voilà. C'était du Zaoum, une sorte de qualifier ça, une sorte d'argot poétique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je vais chercher des mots qui me viennent, qui sont pas tout à fait les mots du français. Je les mélange avec de l'anglais, avec du langage de banlieue, avec tout ce que de l'espagnol, du latin, de l'italien. Voilà, tout ce qui fait rythme dans la langue latine, je l'embarque dans le Zaoum. Pourquoi tu fais ça? Pour être basique. Et est-ce que tu peux après peut-être évoquer pour les auditeurs ce que c'est que la poésie sonore pour des gens qui savent pas forcément où ça se place, comment c'est apparu? Ok. Première question. Ouais. Pourquoi je fais ça? Oui. Parce que j'aime ça. D'accord. Je développe. Il n'y a pas j'aime ça. C'est-à-dire, ce Zaoum, pour moi, c'est une langue du plaisir. Il y a une jouissance pour moi à parler comme ça. C'est-à-dire à articuler la langue de façon complètement rythmique. Des fois, ça va jusqu'à la chanson, même jusqu'au bruit. Bruit de la bouche, bruit de la langue. C'est véritablement, pour moi, une langue. C'est-à-dire, elle se présente comme quelque chose de très organique, de très incarné dans les muscles, dans la bouche, dans le pharynx. C'est tout ça qui fait que cette langue me porte. En fait, c'est plus ma bouche ou mes sensations de la langue que l'intellect, parce que quelque part, je sais pas trop ce que je dis. Mais je le dis avec tellement de joie, parfois de puissance comme ça, que ça génère une sorte de plaisir que je pense que je suis capable de communiquer aux autres, même si parfois je crois que je leur fais un peu peur, mais j'assume ça aussi. Voilà, donc c'est la première question, pourquoi je fais ça? Parce que j'aime ça. La deuxième question sur la poésie sonore, qu'est-ce que la poésie sonore? C'est une galaxie, la poésie sonore. Il y a beaucoup de gens qui font de la poésie sonore jusqu'à même plus trouver de définition. On l'a fait débuter peut-être avec les premiers essais du dadaïsme, ensuite bon, il y a eu les lettristes, il y a eu tous les gens qui ont performé à partir de la langue, Haussmann, des gens comme ça, toute une tradition qui n'a pas fait florès véritablement. J'en reparlerai peut-être un petit peu d'où on en est. Peut-être que tu me poseras la question, ou si tu ne la poses pas, je la poserai tout seul. Oui. Peut-être qu'on reviendra sur l'état de la poésie aujourd'hui, voilà, avoir mon avis là-dessus, enfin donner mon avis là-dessus. Même si bon, il n'y a pas forcément débat puisque je suis un peu tout seul, mais bon, je pense que tu pourras réagir là-dessus. Oui. Voilà, la poésie sonore, c'est une poésie qui est axée sur le son de la langue, c'est-à-dire comment la langue, au-delà de la sémantique, de ce qu'elle veut dire, de l'aspect dialectique et tout ça, la langue, c'est quand même une matière. C'est une matière qui passe par la bouche, qui passe par le son, qui passe par le larynx, qui passe par les cordes vocales. Quand on commence à parler, il y a ça qui est embarqué. Donc, avec ça, on peut pousser beaucoup plus loin, se dégager en grande partie, jamais totalement, du sémantique et faire une action performative avec de la langue. De la langue qui peut être, ça peut être du cri, ça peut être du souffle. Il y a il y a une tradition nombreuse de poésie sonore. Je pense à Henri Chopin, à Bernard Heidsieck. Des gens comme Julien Blaine, comme Joël Hubeau, il y a un James Chatton. Voilà, il y a de nombreux poètes aujourd'hui, du fait de l'aspect performatif de leur expérience, qui commencent véritablement à être connus, sans être véritablement des têtes de gondole dans les librairies, faut pas rêver. Mais quand même, c'est-à-dire il y a un aspect spectaculaire à la poésie sonore. On peut l'entendre sur disque aussi, mais bon, c'est plutôt quelque chose c'est spectaculaire. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à émettre des sons comme ça, sans que ce soit du chant, sans que ce soit de la musique. Au bout d'un moment, on sent qu'il véhicule une intensité, tu vois, une intensité de mots qui dépasse, en fin de compte, véritablement
véritablement ce qu'il veut dire. Il est lui-même dépassé, je pense, ce poète sonore, quand on entend, Henri Chopin qui fait la poésie sonore avec ses micros qu'il avait insérés dans son larynx comme ça, puis qui commence à respirer pendant un quart d'heure. On est dans du bruit, c'est-à-dire ça rejoint aussi fréquemment ce qu'on peut appeler les musiques bruitistes ou les musiques improvisées, comme ça, on est dans du son, dans du bruit. Donc voilà, quelque chose de cet ordre-là, très loin de l'aspect, entre guillemets, traditionnel de ce qu'on dit en poésie. Parce que aujourd'hui, oui, si je dis que je fais de la poésie, forcément, c'est plombé comme mot, la poésie. Enfin, à mon avis, c'est extrêmement connoté. J'écris de la poésie. On peut pas dire que j'écris de la poésie. Non, c'est autre chose. C'est pas une poésie qu'on lit, tu vois. Alors justement, parce que tu dis dégager le langage de son sens, de sa sémantique, de son sens. Et justement, si je t'ai invité, c'est que Zaoum me semble important comme livre, il me semble important parce que, évidemment, le langage, c'est un outil de répression, un outil de manipulation. Et est-ce que ta posture, au-delà du plaisir d'écrire et de dire, surtout d'aller dire Zaoum, c'est de créer un langage qui, au-delà du sens des mots, soit capable d'unir les gens? Mon ambition, s'il y a une ambition, c'est simplement de donner, dans mes lectures, de donner la possibilité aux gens de se créer un imaginaire propre à partir de ce que je dis, qui n'est pas tout à fait ce que je dis, parce que il y a cette notion aussi, ça j'y tiens, c'est pas de la démagogie, mais ce que je dis, c'est ce que ressentent les gens. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui, je pense, a une certaine capacité d'écoute, et j'écoute les histoires, j'écoute les gens qui me parlent de leur vie, même des fois de manière superficielle, de manière anecdotique. Tout ça me remplit. Tout ça, ça fait un terreau que j'accumule depuis tout le temps. Ça fait un terreau et c'est là-dedans que je puise. Je puise dans leurs accents, dans leur peur, dans leur manière, leurs angoisses, leur manière de raconter les choses, leur plaisir comme ça. C'est tout ça que j'essaie de concaténer dans un langage et de resservir. En tant qu'auteur, je pense que ce qu'il y a, on est à disposition. Moi, je n'impose rien. Je me mets à disposition de la langue, d'une certaine manière, pour récupérer ce qui vient des gens. Comme bon, soit avec peut-être un peu de prétention, comme je maîtrise quand même en partie mon outil, ma langue, j'ai la possibilité de le restituer comme ça et de l'offrir aux gens pour qu'ils se fassent, en fin de compte, un autre voyage avec ces langues que j'ai récupérées. Ici, ce sont des langues un petit peu inventées comme ça, et ça fonctionne. J'ai vu qu'à force de faire des lectures, je me rends compte que les gens me disent « Ben oui, on se fait un cinéma avec ce que tu racontes, mais on peut pas dire ce que tu racontes. » Mais voilà, les images, elles arrivent. Au bout d'un moment, on voit des gens dans ton langage. Des gens qui parlent, qui pleurent, des gens qui ont peur, des gens qui sont heureux, ça se sent. Sans pouvoir dire exactement qui c'est, puisque c'est tellement perturbé comme langage. Ils se réapproprient leur imaginaire. Voilà, et je laisse suffisamment de distance, tu vois, de flou dans tout ça, pour qu'ils puissent se le réapproprier. Ce que je supporte pas, ce sont, de moins en moins aujourd'hui, dans toute littérature, ce sont les gens qui ont envie d'imposer quelque chose, de dire, voilà ma langue, voilà ce que je vois, voilà de manière précise et tout ça, où on se sent enfermé. Moi, j'aime les gens qui proposent, j'aime les choses qui sont pas finies, c'est-à-dire qui sont en état de construction, où on peut se filer là-dedans et puis essayer de se faire sa véritable idée sur les choses. J'aime les auteurs qui sont approximatifs, qui laissent énormément de champ pour que le lecteur puisse s'investir et à la limite, en allant un petit peu plus loin, c'est même, je pense, le lecteur qui est le véritable créateur de l'œuvre, quoi. Et c'est pour ça que, ma distance avec une certaine poésie lyrique, tu vois, qui fait que, j'aimais, et puis vous recevez ce que je ressens, et puis voilà, c'est bon. Non, je propose quelque chose, je propose de la sensation, des possibilités. Et après, c'est à vous de voir, hein, si, comme je dis, si la poésie, ça vous fait chier, mais j'ai aucun problème avec ça. Je vous dis que vous avez bien raison, ça peut être très chiant, la poésie, hein, et il faut le dire. Je voudrais qu'on écoute Alexandre Guérand, un enregistrement d'une de tes performances. Peux nous en parler? Je me suis trompé en écrivant là. Hein. C'est Alexandre
Gerban. Voilà. C'est moi qui me suis trompé quand je t'ai montré le truc, j'ai fait une coquille. Alors allons-y. Gerban. Enlevons à Gerban. Alors, il faut quand même expliquer rapidement ce que c'est que ce travail avec Alexandre. C'est un travail on l'a pas encore véritablement expérimenté. Hein. Alexandre fait un traitement électronique à partir de la langue au clavier. D'accord. C'est-à-dire il a des ressources au niveau de la langue. Des fois c'est la mienne qui est enregistrée. Des fois c'est des ressources de langue qui triturent avec une sorte de synthétiseur comme ça. Ça devient des phonèmes, ça devient quelque chose d'extrêmement déconstruit, tu vois. Mais ça reste quand même du bruit, ça reste du son. Il fait des rythmiques avec ça. Des fois on passe carrément au cri, des fois bon voilà. Et il restitue ça dans ce cadre-là, dans ce qu'on va entendre, avec moi qui suis en improvisation par rapport à ce qu'il dit. C'est-à-dire on improvise les deux. Hein, là, on nous entend en duo. Il y a un troisième acolyte qui est David et Napoli que tu connais, qui nous a rejoint. Mais là, j'ai pas d'enregistrement là-dessus. Donc, je passe que les prémices, c'est-à-dire quand on a commencé avec Alexandre Gerban. Voilà, c'est quelque chose d'un peu surprenant. Bon. Très bien. On écoute donc ton trio avec Alexandre Gerban. Et la pense que tu la as entre soi, l'ange, se sont en mentissant à et plus tard temporalité l'accent absente de la t'entends-tu pause. Les pas nous Lire du dire émission littéraire. Je suis aujourd'hui avec Patrice Cazel, poète, performeur, etc. Il y a beaucoup de choses à ajouter. Et puis on évoquait la poésie, j'ai envie de dire, faire une différence entre poésie figée, écrite, et les poètes qui pensent qu'ils sont détenteurs d'un sens préétabli. Est-ce que tu penses que c'est possible, ça? Est-ce que l'horizon de réception n'est pas tout le temps complètement ouvert, et est-ce que c'est pas le lecteur qui fabrique son monde, quoi, son sens et son livre à lui, à chaque fois? Ça devrait être comme ça. C'est vrai que la poésie est difficile à lire. Ouais. Surtout la poésie, disons la poésie contemporaine. La poésie contemporaine, je parle de la poésie écrite contemporaine. Elle est pas facile à lire, elle demande une habitude, peut-être une certaine initiation. C'est un petit peu pour ça qu'elle a un petit peu du mal à être reçue. Même on parlera de l'école tout à l'heure. Je fais des ateliers dans les écoles comme ça. C'est pathétique, hein. Donc la poésie contemporaine a du mal à être reçue du fait de peut-être moi je pense que ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire la poésie doit toujours, la langue doit toujours être une proposition par rapport aux autres. Mais souvent, quand je lis des poésies contemporaines pour le livre, je vois pas une proposition
au niveau des métaphores, au niveau... Bon, je vois simplement, je lis quelqu'un qui s'exprime des fois, mais c'est très maîtrisé, c'est extrêmement bien fait, mais je ne trouve pas, là, je trouve pas qu'il me donne, qui me met un marchepied pour composer quelque chose, pour l'imagination. Des fois, c'est très bien fait, comme je dis, c'est très maîtrisé. Mais bon, quelque part, je reste toujours sur un compte à moi, en me disant oui, mais bon, et après, moi, qu'est-ce que je fais avec cette langue qui m'a proposé? Bon, voilà, je trouve ça un peu fermé. C'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours le cas, mais souvent, j'ai cette sensation-là. Alors que, bon, moi, je pense qu'avec la notion de parole, plutôt que de poésie, je m'en tire mieux. Aujourd'hui, je dirais pas que je fais de la poésie, véritablement. Je fais de la parole. Tout ce que j'écris aujourd'hui, moi, c'est dévolu à l'oralité. C'est-à-dire, j'écris pas un poème aujourd'hui sans dire, bon, ben, je vais le lire. Hein, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, toute ma poésie est rythmée pour que ce soit une parole en direction de quelqu'un, en direction d'une transmission. Hein. Donc, tu fais une différence entre le texte écrit et la parole. Oui. Oui. C'est pas la même approche. La parole, c'est une histoire avant tout une histoire de sensation directe. C'est-à-dire quand on parle, bon, il y a quelque chose d'autre que ce qui est écrit qui sort. C'est-à-dire quand on parle vraiment. Après, il y a de l'énergie peut-être. Oui, voilà, une énergie. Oui, il y a une attitude, une posture. Il y a quelque chose qui fait qu'on est au-delà de la parole écrite. Tu évoques quand même un milieu de la poésie qui est assez... la poésie, c'est vrai qu'on se rend compte qu'elle est difficilement demandée quand même par les plus jeunes. Et c'est un peu le devoir des poètes que de proposer une espèce de dissidence du langage comme ça aux plus jeunes. Et est-ce que ce milieu, finalement, d'un certain élitisme poétique ne fait pas tout pour rester comme ça, clos? Oui. C'est toi qui le dis, mais... Il y a beaucoup d'auto-contentement dans la poésie aujourd'hui. Mais après, il faut se poser la vraie question. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, en fin de compte? Comment les poètes sont aidés pour diffuser ce qu'ils font comme ça? C'est compliqué. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'économie derrière la poésie. Tous les éditeurs, je veux dire, ils vivent pas de ça. Les petits éditeurs, c'est des gens généreux qui s'investissent pour faire des revues, pour publier comme ça, pour défendre des gens, mais bon, derrière il y a aucun soutien, tu vois, donc quelque part c'est pas vraiment leur faute. C'est vrai qu'il y a un désintérêt général pour un certain type de poésie aujourd'hui, mais bon, je ne détiens pas de solution. Moi, je m'en suis tiré parce que je suis passé dans l'oralité, et je dois dire, et d'ailleurs, j'ai honte. Mais voilà. J'ai honte. Mais à l'origine, je suis venu à l'oralité pour des raisons totalement opportunistes. Parce que j'ai bien vu que bon, publier un livre, bon, et écrire dans les revues comme ça, bon, tourner entre nous, je veux dire, bon, au bout d'un moment, je dis, mais non, je n'ai pas envie de ça, moi, ils sont gentils, les gens, je m'entends bien avec eux, bon, ça se passe bien, mais bon, j'ai quand même d'autres ambitions pour la poésie, et pas seulement la mienne, puisque je disais celle des autres avant, hein. Et il faut faire autrement. Oui, c'est là que j'ai véritablement commencé à prendre des cours de diction, et puis j'ai un prof de diction, il faisait du théâtre, ça lui plaisait bien, je me rappelle, c'était un monsieur, il était... Je peux dire des anecdotes idiotes. Ah bah oui, mais ça... Je me rappelle, il avait son studio qui était rue Saint-Denis. Alors je montais l'escalier, j'étais jeune, oui, plus jeune qu'aujourd'hui, j'avais 25, ouais, 30 ans, je montais l'escalier, et puis il y avait les dames qui étaient toutes les semaines, j'allais prendre mon cours de diction. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain, jeune homme? J'étais gêné, tu sais, je suis originaire de province, mais j'étais quelqu'un. Je suis franc-comtois, ça s'entend aussi dans mon accent. Donc c'est vrai que, j'étais un peu, quand j'ai vu ça, j'hallucinais un peu, je me disais, oh là, le travail. Et voilà, donc non, pour parler plus sérieusement, voilà, moi j'ai pris des cours de diction, et au bout d'un moment, j'ai commencé à dire la poésie avec quelques comparses qui étaient comme moi. On lisait du Prévert dans la rue, du Desnos, de l'Éluard. On se partageait les poèmes et puis voilà, on envoyait ça. C'était très formateur. Et pour
pour en finir avec ça, la formation, ensuite j'ai rencontré les musiciens, et ensuite j'ai véritablement rencontré, ça a été les chocs, les premiers poètes performeurs. Ah oui, oui. Les Julien Blaine, les Joël Hubeau, les Polyphonix et tout ça. J'ai regardé ça, je me suis dit, waouh! Mais ça peut être ça, la poésie. Ça peut être ce plaisir, ça peut être ces gens qui déconnent complètement avec la langue, je veux dire. Et puis là, je me suis dit, oui, c'est là que je veux aller. C'est là que je veux aller. C'est à partir de là que j'ai commencé à écrire ce qu'on appelle de la poésie expérimentale, contemporaine, c'est-à-dire à m'amuser véritablement avec le langage et à prendre quand même beaucoup mes distances avec une poésie peut-être plus cérébrale, plus écrite, plus pensée, plus, tu vois, voilà. Ben pourquoi on les appelle des poètes, hein? C'est quoi la poésie? Est-ce qu'on peut dire finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, la définition, elle est extrêmement simple et extrêmement complexe à avoir. Du moment qu'on parle de poésie, il faut quelque part qu'on soit dans la langue, où qu'elle soit. Un coucher de soleil n'est pas poétique. Je veux dire, un bidet, un lavabo, ça peut être poétique. C'est simplement comment on la place, c'est-à-dire comment on contextualise la chose. C'est un contexte quand même sur une base de langage. C'est-à-dire, on peut pas dire de quelque chose. Bon, des fois, des gens disent ouais, c'est poétique. Ben non, où elle est la langue là? Non. Par contre, on peut travailler sur la langue de manière. Bon, on voit les lettristes, on voit tous les travaux graphiques qui sont faits à partir du langage. On voit ça aussi beaucoup sur Internet aujourd'hui. Il y a énormément la poésie numérique également, comme ça. On est quand même toujours sur une approche quelque part d'une certaine manière de langage, même si une certaine manière de langage. Ça peut être des attitudes, ça peut être de la poésie visuelle, par exemple. Oui, je pense à la revue Dox, la revue Dox. Ah oui, qui a été reprise. Qui a été reprise par François Massu. François Massu et je me rappelle plus du nom de son acolyte corse là. Oui, après le décès de Castelin qui a été repris. Là, voilà, poésie visuelle, c'est-à-dire que là, on se dit, oui, on peut se dire, mais c'est pas de la poésie d'ailleurs. Ils ont pas, comme dit François, il a pas eu. Mais il y en a beaucoup qui disent. Il a pas eu le soutien du CNL cette année. Ils ont dit, mais c'est pas de la poésie, c'est des photos. C'est bon signe quand on dit ça finalement. Oui, enfin, pour les finances, pas tellement. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que voilà, les gens quand on leur dit poésie, voilà. Mais la poésie, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire visuellement, il y a de la poésie visuelle. Parce que quelque part, il y a un rapport avec la langue. Il y a une attitude par rapport à la langue. Il y a une manière, pas uniquement de parler, mais de présenter le langage. Tu veux dire qu'il y a un glissement de sens qui fait qu'on n'est plus dans un sens usuel, voilà. Mais on surprend et on libère le sens, soit des mots, soit des images, pour qu'effectivement le lecteur ou le spectateur s'approprie son imaginaire. Voilà. Ouais, tu vois, par exemple, une idée de poésie, de quelque chose que je revendique comme étant de la poésie. À un moment donné, je me mets devant un mur, c'est une photo. Une photo qui est dans Dox. Je me mets dans un mur. Je suis chauve, là, on voit pas à la radio, mais je suis chauve. Je me fais tatouer derrière le crâne, pas tatouer, au feutre, comme ça, la poésie vous emmerde. Et puis comme ça, je me fais photographier de dos, tu vois, avec sur un mur un tag immense qui s'appliquait où c'est marqué « L'amour est à la bourre », avec un petit cœur au bout. C'est quoi ça? C'est de la poésie visuelle. Il y a un rapport au langage là-dedans. Il y a une attitude, il y a une posture. C'était qu'est-ce que fait ce mec avec ce truc tatoué sur le crâne, comme ça, en train de regarder. Il y a quelque chose qui se passe. On est loin d'une poésie, c'est vrai, qui est écrite sur une page et tout ça, mais c'est de la poésie. Tout à fait. Bon, là j'ai parlé, c'est bon, je fais pas beaucoup de poésie visuelle. Il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi, les Joël Hubeau et compagnie, bien sûr. Je suis un amateur en poésie visuelle, mais voilà, quand même, ça je l'assume. On est quand même dans de la poésie, donc on voit qu'on est très loin. Et c'est pareil avec le sonore. Si tu veux, par exemple, au niveau de la poésie sonore, on pourrait peut-être passer cet extrait du Mur du Fond. Alors le Mur du Fond. Mescal enchanté, c'est ça? Ouais. Alors il faudrait que tu nous présentes ça justement. C'était ma prochaine pause. C'est formidable. Alors allons-y, présente-nous ça. Le Mur du Fond, donc ce sont mes acolytes, Francis Larbor, musique électroacoustique, traitement électroacoustique de la voix et du son, Jacques Pochat,
saxophoniste et puis trompinette, enfin des tas de choses qui font du bruit. Et moi qui suis donc à la voix, mais aussi à la voix voisée, comme je dis, c'est-à-dire la voix qui fait du cri, qui respire, qui est animée par une sorte de motricité de la parole, parfois en improvisation, parfois sur des écrits, mais même les écrits peuvent diverger, puis ensuite se balader dans l'improvisation. Donc on a cet extrait-là du Mescal enchanté, qui est un poème du Zaoum, qui est fait avec le mur du fond, donc en trio. Donc, et là, on fait des concerts dans les milieux alternatifs. Il n'y a pas énormément de gens qui veulent nous inviter quand on voit le bazar qu'on fait et les bruits qu'on fait avec tout ça. C'est vrai que on reste quand même confiné, quoiqu'on a eu quand même quelques institutions, quelques scènes subventionnées. Mais on reste en général confiné, mais c'est bien, ça nous va dans les scènes alternatives, les squats, tous les endroits qui veulent bien entendre ce genre d'expérience. Les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du théâtre sonore, c'est quoi? Mais qu'est-ce que... Bon, à vous. Donc, Mescal enchanté. Ouais. À son pec securitos. Osem dirot l'anis del corps. Deos naver carastingal afflector angel. Esmer del corpo labilla non cotere mon sit. Locaster Polinge, à nous désir l'offace calindre et mu. Mas perditon, de nombres numéro futile la soif des ans. Son piasque dans la terre, l'usage des millimélos courtis. Deus per incomic nel salponandra. Ma vie s'attrape et l'ange col des mairies et finestras à l'imbou. Sal, tol, terril. Resta écho, porcaste les frais, la nuance d'un tiers respire. Oh. Tiens, du bac albergineux. Sans écrou écroué, vulpar, item, rouest, ratre, l'éveil, polin du tard. Abseco son los, poter noster aruderat, expliquant d'eux la macronite et la strumpitude comme dos robinettes qui dansent. C'est à voir le fait. Barjol sui corpi fumenti. Marinetti, nere viria naturalisma sul mar dere corpo d'amore. D'armée des lunes et soins ma radicalité. Hein? Plus qu'à l'ostre des mieux l'astrolophytéré. L'appel au possingo novera s'intègre à quoi l'agir. Nos, libéré
fan. Alles sons. Es veparade. Accueil del merifrosum profumans delle donne. Alancos et rouin, la sterminée et l'olicat, rana ramier, descor moutique, ampiétra lotique, la vraie qu'on lit d'amor, dei promoso. Nella ricerca della forma che preesistava al tutto da ma camera d'autore. Fréquence Paris Pluriel 106.3, Lire du Dien, émission littéraire. Et je suis avec Patrice Cazel aujourd'hui, qui est poète, qui est performeur, et qui a animé, et qui anime encore des ateliers d'écriture. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste et nous parler de tes motivations? Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Ateliers d'écriture. Carole, on parle des ateliers d'écriture pour enfants ou des ateliers d'écriture pour adultes ou des deux? Tout ensemble. Même si c'est pas la même chose, je pense. La démarche n'est pas la même. Voilà. Donc, on commence par les adultes. Les adultes, c'est assez simple. Au début, on m'a demandé à un moment donné si je voulais faire des ateliers d'écriture. Je n'en avais jamais fait. Je me suis dit, je n'étais pas forcément. Je me suis dit, est-ce que je saurais? Et en fait, puis j'avais pas, je le dis honnêtement, j'avais pas forcément envie de me coltiner. C'est un préjugé. J'ai beaucoup de préjugés. De me coltiner avec les égos des gens, qui cherchaient peut-être à être écrivain, à être publié comme ça. Et puis moi, j'écris comme ça. Bon, je sais pas. J'avais une idée de l'atelier d'écriture qui était complètement fausse. Complètement fausse. En fait, les gens qui sont en atelier d'écriture, adultes, c'est des gens qui ont une pratique exceptionnelle, je veux dire, de l'écriture, mais ils font ça dans l'idée comme on fait du yoga ou du tennis, c'est-à-dire ils viennent là 2 heures par semaine et puis c'est leur bol d'air. Ils n'ont pas véritablement, c'est parmi ceux que je connais, véritablement d'ambition d'être écrivain ou écrivaine. C'est une pratique. Et après, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est merveilleux. En fait, on est ensemble en train de pratiquer quelque chose. Moi, je le vis comme une expérience. J'ai toujours dit, un atelier d'écriture, tu fais pas ça comme ça et puis après, tu t'en vas. Tu penses ça avant. Je dis, je suis concentré avant et puis après, ça m'anime. Ça m'anime des fois très longtemps quand j'entends les textes qu'on réussit à écrire les gens comme ça. Je suis nourri par ça, même d'un point de vue de ma propre écriture. Et il y a des niveaux qui sont tout à fait exceptionnels en atelier d'écriture pour des gens qui se prennent pas pour des écrivains. Je t'assure, Carole, des fois je lis ou j'entends des textes dans les restitutions, puis après je me balade en librairie et puis je regarde un peu ce qui se fait en littérature. Bon, j'ouvre des pages comme ça, je lis peu de littérature, et je regarde ça, je me dis il ferait bien d'aller dans les ateliers d'écriture. Il n'y a pas de doute. J'ai bien un bien meilleur niveau dans mes ateliers d'écriture, tu vois, dans nos ateliers d'écriture, puisqu'on est 3 à faire ça, on est 3 écrivains. On partage l'année sur... c'est dans une association? Non, c'est la ville de Paris. D'accord. Bon, voilà. Donc, non, le niveau est bien. Et puis, c'est une expérience qu'on vit. C'est-à-dire, il y a des sensations, il y a de la joie, il y a rarement des larmes parce que en général, on essaie de faire des choses un petit peu fun, je veux dire. Mais voilà, il y a des véritables émotions. Les gens livrent quelque chose qui n'est pas leur ego, leur problème de cuisine interne, psychologique. Non, c'est des gens qui ont une patte, qui ont une maîtrise de la langue. Il n'y a pas de doute. Ils écrivent, ils arrivent à trouver leur langue. Et ça, c'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux. J'ai un plaisir, maintenant, ça fait 4 ans que je le fais, et j'ai un plaisir, c'est ce soir-là. Ouais. J'ai un plaisir infini à faire ces ateliers. J'arrive là, je suis content comme quand je fais une lecture. Je sens qu'ils vont me nourrir. Ils vont me dire, oui, c'est ça. Cette expérience est importante. C'est un partage, peut-être même plus du langage, mais de ce passage à l'écrit, à la parole, quoi. Et avec les enfants, alors, dans quel cadre? Et est-ce que les enfants sont réceptifs, perméables? Ça, oui, sûrement à la poésie, mais on fait comment pour qu'ils arrivent à être touchés
Et écoute, en fait, il faut partir de l'école. Oui, c'est ça. Oui. Au sens littéral, partons de l'école. Hein. Je fais des ateliers pour des 8-11 ans. J'en ai fait il y a 2 ans, j'en refais cette année, des enfants dans des quartiers pas forcément faciles. Je suis sur les Poissonniers, Barbès, avec une association qui s'appelle les LEMS et l'Éducation nationale. Il y a d'autres partenaires, je ne sais plus. Et voilà, donc de la poésie avec les enfants. L'autre fois, j'entre et puis on commence. Il y avait les enfants, donc on commence simple. Pour vous, c'est quoi la poésie, tout ça? Vous connaissez des poètes? Alors j'ai une jeune fille qui dit oui, monsieur, Anna de Noailles, et puis un garçon à côté, Maurice Fombeur. Et j'étais là, je me dis waouh, c'est très bien Anna de Noailles, c'est Maurice Fombeur aussi, mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire du monde d'aujourd'hui, ces gens-là, je veux dire, en poésie. Je dis, c'est tellement éloigné Je me suis dit, non, faut surtout pas faire comme ça. Alors, j'ai décidé de faire, avec les enfants, des ateliers de poésie contemporaine. C'est-à-dire, je n'utilise que de la poésie contemporaine, c'est-à-dire des auteurs vivants. Bon, il y en a quelques-uns qui sont morts, mais ils sont morts jeunes. Je pense à Tarkos, par exemple. Ouais. J'utilise Novarina, j'utilise... voilà, c'est-à-dire tous des gens qui sont vraiment d'abord dans une parole, souvent, c'est-à-dire c'est projeté, c'est de la transmission, tu vois. Et je pense à des auteurs que je lis, Edith Azam, chez POL, voilà, vraiment de la poésie, de l'écriture, même au-delà de la poésie, de l'écriture contemporaine. Et j'essaie de travailler avec ça, en essayant de trouver des dispositifs, des processus pour les faire venir à ça, et ils comprennent ça. Immédiatement, je veux dire, on lit Gerasim Luka, par exemple, ou Tarkos à des enfants, ils vont comprendre ça bien mieux qu'Anna de Noailles, il n'y a pas de doute. Ça ne veut pas dire qu'Anna de Noailles, il faut la rejeter, mais on verra ça plus tard. C'est quand même beaucoup plus proche de leur vie. Bien sûr. Et je leur demande d'écrire des poèmes avec des dispositifs d'écriture. L'autre fois, j'ai utilisé Penquin, par exemple. Regardez comment il écrit, Penquin. On va faire pareil avec autre chose. Et puis, voilà, ils font du Penquin, je veux dire. Et là, je me dis, je vois que ça commence à vibrer. Je les vois, les enfants, ça rigole. Parce que Penquin, il dit beaucoup de conneries dans ses poèmes. Enfin, de conneries, ça rigole, quoi. C'est de la connerie sérieuse. Ouais, voilà, ça bouscule. Ça bouscule. Et je prends également, mes propres poèmes, je leur fais du zaoum, je leur fais d'autres écrits que j'ai dans des langues comme ça, où les gens se disent, c'est vrai. Voilà, je sens bien que ça rigole, qu'ils sont pas... Il n'y a pas de soumission, tu comprends? C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire la soumission, un dictat, la poésie, c'est ça. Non, la poésie, elle est là aujourd'hui, et il faut faire la poésie avec les outils, c'est-à-dire avec le langage d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne faut pas forcément faire non plus du slam ou du rap. On peut. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a énormément de poètes contemporains qui jouent avec la langue, qui se font plaisir, qui font plaisir aux autres et qui partagent avec la langue. C'est avec eux qu'il faut travailler. Donc voilà, atelier de poésie contemporaine, parce que j'utilise que des auteurs contemporains pour le faire. Je ne veux jamais leur lire du Baudelaire, ni du Rimbaud. J'adore ça, mais... L'autre fois, il y a quelqu'un, un jeune homme qui me dit, on parlait, tu connais Rimbaud? Oui, le PD. Je dis, voilà. Quand on te dit ça en classe, tu te dis, va falloir il y a du chemin, on va pas y aller. Il va falloir remonter la pente, là. Mais d'un autre côté, ça s'entend aussi. S'entend aussi. Écoute, voilà, il faut pas non plus dire, faut pas être brusque non plus en disant, mais non, voilà, on part de là. Faut partir d'où ils sont, toujours. Et ça, c'est très important. Et peut-être que ces poètes ont également été, j'ai envie de dire, instrumentalisés par une culture, non pas académique, mais qui sert au pouvoir, tout simplement, qui sert de lieu d'énonciation à une bien-pensance institutionnalisée et dont ils se sentent exclus. Je suis d'accord. J'aurais pas pu le dire aussi bien que toi, Carole. Merci. Mais voilà. Donc, rendre sensible également, évidemment, la posture dissidente de Rimbaud et certainement en passant par aujourd'hui. Et tu évoques le slam, le rap. Parce que je sais que beaucoup de jeunes publics se tournent vers le slam et le rap en désespoir
de cause, parce que je pense qu'il y a également un milieu poétique qui se targue justement d'appartenir à ces milieux du droit à penser et à écrire. Donc ça laisse peu de place pour des gamins qui sont pas issus de milieux socialement ou culturellement porteurs, etc. Et ils se tournent vers le rap ou le slam parce qu'ils ont besoin d'une parole, j'ai envie de dire poétique, parce que elle est sortie de son instrumentalisation institutionnelle, et ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ce lieu, parce que c'est un lieu, la parole. Et quelle solution, évidemment, pour qu'ils entendent Zaoum ou qu'ils entendent Penkin, etc., quoi. C'est ça. Oui. Mais bien sûr, ils ont besoin de ça. Et c'est bien que ça existe. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le slam en tant que fait de société. Ça donne la parole à des gens. Je dis qu'ils ont la possibilité d'aller s'exprimer. La structure est quand même, bon, malgré tout, pour un poète qui suit, bon, quand même, un poète, je dois dire, je suis quand même un poète peut-être un peu intellectuel, comme ça. Je veux dire, j'ai toute une tradition. Je connais tout type de poésie, donc j'ai été élevé là-dedans. Bon, pour quelqu'un qui a envie de véhiculer une parole, comme ça, il s'appuie sur une rythmique simple, rap. Et voilà, il a accès à une parole, il véhicule des émotions, et bon, c'est très bien. Moi, je dis bravo. D'ailleurs, dans les scènes de slam, j'ai toujours été bien reçu. Ouais. Je me suis jamais personne m'a dit, mais tu fais un truc bizarre, mais c'est pas du slam. Il le pense peut-être, un certain. Mais j'ai dit non, je fais pas de slam. Moi, il y a une scène qui est ouverte. Là, on peut parler de poésie. Donc voilà, je fais ma poésie. Ça marche très bien. Donc, moi, j'ai du respect pour les slameurs, les animateurs, et puis les gens qui se prennent en charge, et puis surtout les filles, maintenant, très important. Je vois des slameuses qui arrivent, je veux dire, voilà, elles sont là, bon, on sent qu'elles ont sué pour écrire leur texte, comme ça, elles sont timides, elles arrivent au micro, et puis elles y vont, elles ont la niaque. Je dis, mais attends, bravo, je veux dire, moi, je suis là, je suis ému de les voir. Après, la forme slam, la forme slam est quand même restrictive pour quelqu'un comme moi, par rapport à ce dont j'ai parlé, des poésies expérimentales comme ça. C'est vrai que cette forme cadencée comme ça, peu difficile, comme certains disent des fois, le slam c'est bien, mais l'essentiel c'est quand même d'en sortir à un moment donné. Oui, c'est vrai. Et voilà, c'est pas toujours le cas, hein, mais voilà, bon. Après, c'est mes choix, c'est mes traditions. Oui, c'est vrai que je trouve que, pour ma part, pour mes goûts, je trouve que le slam est un petit peu restrictif au niveau de la parole, des recherches lexicales, on est des fois un petit peu sur les bourrimés, sur un discours qui est toujours un petit peu le même, qui est pas forcément ressenti, qui est un peu convenu, entre guillemets. Après, l'expérience de la scène et tout ça, c'est vrai qu'il y a une plus-value. Des fois, un poème, c'est pas forcément génial, mais bon, la personne, elle a la niaque, elle l'embarque bien, donc je dis, oui, ça passe, quoi. Mais on n'est pas là dans une expérience véritablement, ce qui me plaît, moi, une expérience du langage qui véritablement va chercher une galaxie de mots, de sons, de sens, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, c'est-à-dire on n'a pas ces... Oui, voilà, j'ai l'impression que les mots... Moi, j'ai fait ce rêve souvent quand j'étais petit. Je rêvais que les mots m'échappaient complètement. Je les voyais visuellement, c'est-à-dire une sorte d'arbre, je veux dire, qui perdait ses feuilles. Les feuilles étaient des... Ah oui, là, je reviens à la poésie traditionnelle. Mais quand même, c'était... Tu nous fais les feuilles d'automne, quand même. Véritablement. Mais véritablement, j'avais cette impression de mots qui se détachaient des arbres et qui partaient avec le vent, comme ça. Et j'étais embarqué par ce flux, par cette énergie de langue, tu vois. C'est ces paysages que ça crée énormément. Voilà, donc pour en revenir, moi le slam, je le ressens pas tout à fait comme ça, plutôt comme quelque chose d'assez revendicatif, voilà. Voilà, du plus et du moins par rapport à ce que j'appelle les poésies contemporaines, expérimentales, sonores, visuelles, de performance. Voilà, là il y a véritablement une galaxie à découvrir. Et peut-être que oui.
Oui, j'ai parlé un petit peu de la tradition tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'après le lettrisme, après certains des premiers essais de poésie sonore, bon, il n'y a pas eu de révolution pour moi dans la poésie. Je m'explique. Oui. Il y a eu une révolution dans la danse. Il y a eu une révolution dans la musique, je veux dire, dans les années 20, dans le siècle l'autre, parce qu'on est vieux. L'autre, il y a eu des révolutions dans la peinture, bien évidemment, dans l'architecture, dans tous les arts, dans la poésie. Il n'y a pas eu de révolution véritable. La seule possibilité de révolution qu'il y a eu à un moment donné, c'était celle du lettrisme, du dadaïsme, où là, on a commencé vraiment à ouvrir complètement le langage à autre chose, comme ça. Et puis après, après le surréalisme, qui était quand même littéraire, le surréalisme, faut pas rêver. On est revenu dans une poésie que j'appelle une poésie de la littérature. Et ça a continué, la tradition, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, les surréalistes. Ensuite, il y a eu la poésie, enfin, j'allais dire muette, la poésie blanche, du Boucher, qui était muette d'ailleurs, du Boucher, etc., jusqu'à arriver peut-être dans les années 80, à commencer à revoir une certaine poésie de l'oralité qui se remettait en place avec véritablement une forme de lyrisme qui était adressé, Mais voilà, on est resté quand même sur une poésie entre guillemets littéraire. Et bon, voilà, il n'y a pas eu de choc. Je trouve que moi je suis dans une lignée, je pense, de poésie qui n'est pas littéraire, qui est quand même une poésie plus expérimentale. Je dis peut-être plus, moderne. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais d'une certaine modernité de la langue, tu vois. Mais on est très peu. Va au marché de la poésie, tu comptes les livres, tu vas voir que la majorité des poètes sont quand même des poètes du livre, je veux dire. Quand on voit ce qui est ici sur le stand, voilà, les gens lisent leurs poèmes, c'est tout. Il n'y a pas de plus-value, je veux dire, d'une poésie expérimentale ou vraiment qui vit, d'une poésie vivante par la langue. La langue, je veux dire, exprimée, c'est-à-dire visuellement, pour des auditeurs. Est-ce que ce serait pas parce que la poésie est justement ce lieu, j'ai envie de dire, névralgique d'une potentielle libération libération du langage, évidemment. Oui. Éminemment, c'est ce lieu-là qu'il faut arriver à tenir un petit peu sur des rails où elle dérape pas trop, parce que ça serait dangereux. Oui, dangereux. Je suis pas sûr qu'on peut vraiment être dangereux avec de la poésie. Je suis pas sûr qu'on fait peur à grand monde. Écoute, peut-être en s'appropriant le langage. Oui. C'est entre la machine à fabriquer les billets et l'appropriation du langage, on devrait peut-être s'en sortir et créer des systèmes peut-être plus humains. Oui, oui. Oui, il y a un côté comme ça, on peut utiliser le langage, dans un sens un petit peu revendicateur, libertaire, oui, également, je pense. Sans être dans une poésie, surtout il faut faire attention au terme, une poésie engagée. La poésie est engagée par elle-même, je veux dire, en tant que telle. Elle n'est pas autrement, c'est de la propagande. Voilà. Dire, c'est pas, bien sûr, toute personne qui écrit... est engagée, au moins pour elle-même, mais... Oui. Alors, est-ce que tu peux, alors je sais pas, on va pas mettre une autre pause, j'aimerais bien écouter ce que tu as écrit avant Zaoum, tu as quelque chose à nous lire ? Avant Zaoum, ou d'autres choses que Zaoum, parce que c'est vrai que Zaoum, aujourd'hui, d'ailleurs, est un peu, entre guillemets, est un petit peu fini. Pour moi, je suis passé sur autre chose. Oui, c'est important, ça, là. Texte, tiens, celui-là. Allez. Celui-là, je l'ai lu aux enfants l'autre fois. C'était un peu... Ouais. C'est décidé. On n'a pas décédé. On n'a pas cédé un pas. On n'est pas rétrocédant. On a décidé qu'en cédant, on ne cédait pas. On a décidé qu'en cédant, on pouvait ne pas céder. On a décidé que ça n'allait pas de soi de céder. C'est des histoires. On a décidé qu'en soi, céder était plus facile que céder. On a décidé qu'en cédant, on prenait le risque de ne pas céder. On a décidé qu'en cédant, on prenait le risque de céder. Alors, on céda. On céda sans céder.
On s'aida les uns les autres. On s'aida des bras et des jambes pour aller de l'avant, délibérément. Les précédents et les antécédents cédaient sous nos pas. En ne cédant pas, ils décédaient tout seuls. On adopta les descendants qui ne savaient pas encore bien céder. C'est en cédant qu'on apprend à ne pas céder. On ne céda sur rien, et tout céda de soi. Tous les nombreux cédaient, pas un seul céda seul, pas un seul. C'est pour ça qu'on n'est pas mouru, c'est pour ça qu'on n'est pas décédé, c'est pour ça qu'on a décidé de céder sans céder. C'est pour ça. Merci Patrice, Fréquence Paris Pluriel 106.3. Patrice Cazel, qui a décidé de ne pas céder. Oui, ah non. Alors, et maintenant, toi, tu continues tes expérimentations. Qu'est-ce que c'est l'avenir? Alors, ce trio avec David et Napoli, oui. Alexandre Gerban. Alors ça, c'est en formation. Hein. On n'a pas encore fait de travail là-dessus. Bon, pour en parler, je pense que là, on a entendu tout à l'heure. Il faudrait attendre un petit peu le retour, savoir. Là, c'est plutôt du studio. Par contre, on pourrait entendre un travail que je fais maintenant avec un... En fait, je collabore énormément. Ouais. Ça, c'est important. Enfin, au moins pour moi. Je sais pas si pour les auditeurs, c'est important. Mais bon, je collabore énormément. Pourquoi ? Et parce que pour moi, la parole, c'est souvent, c'est d'abord un partage. Hein? Quand je dis je collabore, c'est souvent avec des musiciens. Les musiciens ne m'accompagnent pas, dans le sens, ça c'est quelque chose que je déteste. C'est-à-dire on est en relation, partenaire avec un musicien. C'est-à-dire le musicien change ce que je vais dire et réciproquement ce que je vais dire change généralement sa partie, puisque ce sont généralement des musiciens improvisateurs, électroniques ou instrumentistes. Là, dans ce cadre-là, je fais un travail qui s'appelle « Je vous aime ». JVA. Je vous aime avec Jean-Sébastien Mariage, qui est guitariste, souvent guitare électrique, mais dans ce cadre-là, il a décidé de vraiment d'aller au plus difficile pour lui, c'est-à-dire de prendre carrément la guitare sèche, corde nylon. Et de faire quelque chose avec moi. Qu'est-ce que c'est que Je vous aime ? C'est un grand poème que j'ai écrit cet été. C'est un dispositif. C'est une expérience avec des gens, avec un petit public. C'est-à-dire, je m'adresse aux gens et je leur dis véritablement, je vous aime. C'est-à-dire, le public est directement mis en cause. Il a la possibilité d'ailleurs de répondre ou de ne pas vouloir être aimé et de s'en aller. Ça, je m'attends à tout. Mais voilà, c'est cette sorte de triangulation entre Jean-Sébastien Mariage à la guitare, le poème « Je vous aime » qui est un poème fixé, là on n'est pas dans l'improvisation, et les gens qui vont ressentir ça, et les questions que je vais leur poser. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais continuer à dire je vous aime? On verra, il y a un petit extrait, c'est-à-dire comment ils vont être peut-être un peu perturbés, comment ils vont jouer ou pas le jeu, tu vois, avec une déclaration d'amour. C'est-à-dire, j'aime, je veux aimer des gens qui m'écoutent. Hein. Voilà, c'est une expérience, ça peut être gênant, mais j'aime me mettre... C'est difficile, vous savez, pour quelqu'un qui est là, et puis dire ça au public, voilà, c'est pas... Et on peut l'entendre sur YouTube, les extraits ? Non, pas encore. D'accord, là, tu les mettras. Oui, on les mettra plus tard. Il y a juste un extrait là qu'on peut entendre, savoir comment ça se passe, surtout le rapport avec la guitare. Bon, alors on va écouter cet extrait de « Je vous aime ». Fréquence Paris Pluriel 106.3. Je suis avec Patrice Cazel pour Lire du Dire, émission littéraire. Alors Patrice, juste après cet extrait, il me reste à te remercier d'être venu parler aux auditeurs de Fréquence Paris Pluriel. Eh ben oui, non, c'est déjà fini. Bon, on était bien là en fin de compte. Oui, on était bien. Ok, merci à toi, Carole, merci beaucoup et merci à la radio de m'avoir invité dans ce petit jardin. C'est génial, on dirait une sorte de petit jardin d'ouvriers. Il y a des lapins qui sont derrière, il y a une petite cantine, j'ai vu. Puis tout le monde est sympathique. On est content de vivre là dans le 19e. Je le sens. Les énergies sont extrêmement chaleureuses.
chaleureuse ici. Il faut qu'on en ait de l'énergie avec tout ce qui se passe. Même un jour comme aujourd'hui, où il pleuviote, on entre là-dedans, on se dit « Waouh !» C'est autre chose. Il y a le boulevard à côté, il est fini le boulevard. Oui, c'est ça. Donc non, c'est vraiment un lieu chouette ici. Merci. Merci pour ton invitation, Carole. Merci à toi. Beaucoup.